Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire de l'actualité, liquidé en 2001, Uganda Airlines reprend du service. L'Ouganda a réactivé sa compagnie aérienne nationale le 27 août avec un vol inaugural en direction de Nairobi, suivant les pas de ses voisins rwandais et tanzaniens. La tombe de la star ivoirienne Didier Arafat a été profanée par ses fans suite à son inhumation ce samedi 31 août. Événement qui est quelque peu venu entacher la grandiose veillée musicale qui a été organisée la veille pour lui rendre hommage au stade Houphouët-Boigny à Abidjan. Et puis la Fédération malienne de football a un nouveau président à la personne de Mamoudou Touré. Il a été élu le 29 août pour un mandat de 4 ans après 2 années de crise au sein du football malien. Mais tout d'abord, au Botswana, le président Mokgweetsi Masisi a fixé au 23 octobre 2019 la date des prochaines élections générales. Les candidats aux élections législatives et locales doivent déposer leur candidature d'ici le 26 septembre. Selon les observateurs, ces scrutins seront notamment rythmés par le bras de fer entre l'actuel président et son prédécesseur Ian Khama, avec qui les relations se sont dégradées. L'ancien président soudanais Omar el-Béchir, destitué par l'armée le 11 avril, a été inculpé ce samedi 31 août par un tribunal de Khartoum pour possession illégale de fonds étrangers et utilisation frauduleuse de ces fonds. Les autorités ont saisi 6,9 millions d'euros, plus de 300 000 $ et 5,7 millions de livres soudanaises au domicile de l'ex-chef d'État, des sommes illégalement entrées en sa possession. Selon le juge Al-Sadiq Abdelrahman, l'ancien président encourt jusqu'à 10 ans de prison pour l'acquisition de ces fonds et jusqu'à 3 ans pour les transactions illégales. La compagnie aérienne Uganda Airlines reprend vie après près de 2 décennies sans activité. La société aérienne ougandaise a décidé de surmonter les barrières du protectionnisme et les coûts élevés des activités commerciales sur le continent en relançant ses vols commerciaux en proposant de multiples dessertes. Un nouveau défi pour cette compagnie liquidée en 2001. Gladys Mwamba. Uganda Airlines a effectué le 27 août son vol inaugural reliant la ville ougandaise Entebbe à la capitale kenyane Nairobi. Inaugural parce qu'après 18 ans de léthargie, cette compagnie nationale liquidée en 2001 reprend vie. La société ambitionne de couvrir un solide réseau régional. Objectif, se déployer sur les lignes internationales d'ici 2 ans. Le nombre de passagers qui se rendent à l'aéroport d'Entebbe ou à destination de celui-ci avoisine les 2 millions. 70% d'entre eux sont des Ougandais. Tous ceux qui voyagent actuellement le font sur des compagnies étrangères. Nous voulons donc en faire partie et c'est un nombre considérable de personnes. Pour le démarrage de ces opérations, Uganda Airlines a ouvert les réservations pour les dessertes au Kenya, au Burundi, en Tanzanie, au Soudan du Sud ainsi qu'en Somalie. Le réseau de dessertes devrait s'étendre progressivement avec le temps. Un marché porteur, bien qu'en proie à une forte concurrence régionale, ce qui ne ternit pas l'enthousiasme des autorités. C'est un événement historique pour une raison. Je suis sûre que vous savez tous que nous avions déjà des vols avec Uganda Airlines, mais cela fait au moins 20 ans que Uganda Airlines a cessé de voler pour des raisons diverses. Mais notre gouvernement a jugé bon de relancer la politique nationale. Uganda Airlines est actuellement détenu à 100% par l'État. Le gouvernement ougandais est le dernier en date, dans toute l'Afrique, à investir de l'argent dans sa compagnie nationale aérienne, avec l'objectif de prendre des parts de marché en Afrique de l'Est au géant de l'aviation Ethiopian Airlines, leader aérien incontesté du continent africain. Le roi du coupé-décalé, l'Ivoirien Didier Arafat, a été inhumé ce samedi 31 août au cimetière de Williamsville, dans la commune d'Adjamé, à Abidjan, après une longue veillée artistique. Si les cérémonies d'hommage se sont bien déroulées, dans l'ensemble, la tombe de l'artiste a été profanée par ses fans ce samedi matin, peu après son inhumation. Reportage de notre correspondant Olivier Connor. Vive émotion au stade Houphouët-Boigny dans la commune du plateau Abidjan. Les Chinois, surnom des fans de Didier Arafat, ont quasiment rempli le stade pour l'ultime adieu à leur chanteur préféré. Après une veillée musicale ponctuée par la prestation de nombreux artistes, est venue l'heure de la séparation. Un dernier adieu difficile pour les fans comme pour les artistes qui ont bien connu Didier Arafat, à l'instar de Koffi Olomidé et Fally Ipupa. Il a créé son empire, il a créé son monde. Aujourd'hui, vous constatez que ce stade est rempli à près de 45 000 places. Ce stade-là, pour que ça se remplisse, moi je sais que si ce n'est pas le Didier Drogba, le Samuel Eto'o, ce stade ne pourrait pas
rempli de la sorte. Arafat a apporté beaucoup au coupé décalé. Avec le son rock, la guitare et la batterie, c'était vraiment un talentueux, un bosseur. Les très nombreux fans qui ont rempli le stade Houphouët-Boigny d'une capacité de 35 000 places attestent de la place de feu Didier Arafat dans le cœur des jeunes de Côte d'Ivoire. Pour les spécialistes, cela est en partie dû au fait qu'il a su maîtriser les réseaux sociaux. Regardez, est-ce que ça s'explique? Je ne le crois pas. Je pense qu'il correspond à son temps, à son époque, à sa génération. Il y a eu Fulgence Gassi, il y a eu Ernesto Djedje, il y a eu Dousaga. Didier Arafat, c'est, on va dire, le modèle des réseaux sociaux. Voilà ce que ça donne. Didier Arafat a été fait chevalier dans l'ordre national de Côte d'Ivoire avant que le cortège funèbre ne s'ébranle pour le cimetière de Williamsville dans la commune d'Adjamé où repose désormais cette icône de la musique ivoirienne décédée à 33 ans le 12 août 2019. Cependant, la tombe de Didier Arafat a été profanée par ses fans pour s'assurer que c'est bien son corps qui a été inhumé, comme le montrent des vidéos sur les réseaux sociaux. Par ailleurs, de violents affrontements ont eu lieu ce samedi matin entre les fans du roi du coupé décalé et les forces de l'ordre dans les encablures du cimetière de Williamsville où a eu lieu l'enterrement de Didier Arafat. Des coups de feu ont été entendus, mais la situation serait désormais sous contrôle. L'Afrique doit investir dans la nutrition, base essentielle d'un bon développement durable. C'est l'analyse faite par les experts face à la malnutrition grandissante. Les États doivent investir davantage dans l'éducation pour faire face au retard de croissance. Aïssatou Bari. Selon un récent rapport conjoint de la Banque mondiale, de l'Organisation mondiale de la santé et du Fonds des Nations unies pour l'enfance, le retard de croissance sur le continent africain est passé de 50,3 à 58,8 millions d'enfants. Pour exploiter son potentiel humain et économique, les spécialistes estiment que l'Afrique doit investir dans la nutrition, qui est la base essentielle d'un bon développement durable. C'est les conditions de vie des populations, la précarité, le manque d'hygiène pour certains, les conflits armés, il y a des conditions climatiques. Pendant longtemps, l'Afrique a privilégié l'industrie, l'économie et l'administration au détriment des politiques agricoles. Ces facteurs font que la malnutrition s'aggrave aujourd'hui en Afrique. En Afrique, le Nigeria et le Rwanda sont des pays cités en exemple en matière de promotion des programmes d'alimentation scolaire. Le taux de retard de croissance chez les enfants de moins de 5 ans est passé de 51% à 38% en 10 ans. Moi, je pense qu'il faut mettre l'accent sur l'information, la sensibilisation des populations. Parce qu'on a beau donner des financements, si les mamans ne savent pas comment nourrir leurs enfants ou bien les composantes de la bonne nutrition, écoutez, cet argent ne va pas aller dans la bonne direction. Outre le problème de la malnutrition, certaines régions africaines ont récemment connu une augmentation considérable du taux d'embonpoint. Le rapport indique que le pourcentage d'enfants en surpoids est passé de 10,4% à 13% en Afrique australe et de 8,1% à 10,6% en Afrique du Nord. Mamadou Touré, plus connu sous le nom de Bavieux, prend la tête de la Fédération malienne de football. Il a été élu le 29 août par une courte majorité. Le football malien espère des lendemains meilleurs par l'installation de ce nouveau comité. Reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. La Fédération malienne de football, la FEMAFOOT, a un nouveau président. Mamadou Touré a été élu par 32 voix pour, contre 30 pour son poursuivant immédiat, Salah Babi. Cette élection intervient après 4 ans d'une crise qui aura nécessité la mise en place d'un comité de normalisation qui a œuvré pour faciliter la tenue de cette assemblée générale. À partir de cet instant, avec la mise en place du nouveau bureau, les dissensions, les divergences et autres bisbilles n'ont plus droit de citer entre acteurs du football de notre pays. Je veux juste exprimer ma joie et vous dire, en tout cas, merci beaucoup. Vous m'avez fait un très beau cadeau. Et mes sincères remerciements au comité de normalisation. Vous avez fait un travail fantastique. Mamadou Touré a un mandat de 4 ans pour relancer le football malien. D'ores et déjà, il tend la main à ses adversaires. Je demanderai même à la FIFA de nous autoriser au-delà de nos statuts, pour que le cas spécifique du Mali, nous puissions, dans la plus grande convivialité, appeler mes jeunes frères Salah Babi
et Alassane Souleymane. Le nouveau bureau aura d'abord pour tâche de relancer le championnat national de football. Cette crise a eu pour conséquence 2 années sans compétition, notamment le championnat et la Coupe nationale. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.